Coucou, c'est Tatanixua et aujourd'hui je poursuis la série de vidéos pour vous parler du voyage d'un tapuscrit, du voyage d'une histoire, de l'écriture à la publication dans une maison d'édition, de l'envers du décor, des anecdotes, etc. Bref, nous poursuivons l'aventure de la réédition de Rattrape-moi. C'est parti, générique! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Alors je rappelle, au fil des semaines, il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine sur ce thème, vous l'avez vu puisque la semaine dernière il y a eu un top 10, je vous montrerai donc l'avancée de la réédition de Rattrape-moi. Pour le moment, donc, à savoir à l'étape 1, il y a donc maintenant 2 semaines, on a vu l'écriture, l'histoire, le défi aussi, comment justement est née cette histoire, Rattrape-moi, et comment va renaître de ses cendres cet univers. Donc on s'était un petit peu quitté sur une personne, donc forcément le titre va être la personne. Et bien sûr, je vous remets en fiche la première vidéo de cette catégorie. Petit voyage dans le temps et revenons en 2019. Alors que justement, Rattrape-moi dans sa précédente édition vient sortir, et il y a une personne qui l'achète, on va dire peut-être au départ pour découvrir ma plume. J'étais quelqu'un qui parlait pas mal sur les réseaux sociaux, surtout j'étais très active sur Twitter, X maintenant. Et donc il y a une personne, je crois pas que c'était dans les précommandes, je crois que c'était après, qui a acheté Rattrape-moi et qui a littéralement adoré l'histoire, qui a vraiment croqué les pages, l'univers aussi, et qui m'en a pas mal parlé, surtout on va dire d'un personnage, Mathieu. Faudrait peut-être que j'essaye de retrouver les messages, mais ouais, la plupart des messages, c'était à fond sur Mathieu, etc. Faudrait je faudrait que je regarde si je retrouve un screen, ça je m'en souviens, mais vraiment de cette phrase. Non, mais ce personnage, beaucoup vont crush dessus. En plus, c'est un petit peu amusant parce qu'il y a un côté, pour le mois des fiertés, effectivement, qui arrive là en juin, ça va être plus parlant par rapport à Mathieu. Enfin bref, chut. Bref, et cette personne m'a demandé voilà comment ça se passait et tout ça, est-ce que ça allait bien aussi avec ma maison d'édition, parce qu'elle aimerait bien retravailler avec moi cette histoire. Nous étions donc fin 2019, début 2020. Début 2020, j'ai fait un salon, je pense que vous vous en souvenez, c'était le salon de Bussy-Saint-Georges. Et après, eh bien, il y a eu le confinement, Covid. Donc forcément, on va dire que, je vais pas dire non plus que l'histoire s'est arrêtée parce que c'est pas le cas. Très 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 compliqué sans faire de salon. Et j'avais pas envie en fait de casser mon contrat. J'étais quand même bien où j'étais. Donc j'ai mis ça de côté. Puis, certains qui me suivent le savent, la maison d'édition a fermé ses portes. Je sais déjà plus quand est-ce que c'était, si c'était 2021 ou 2022, mais voilà que Rattrape-moi est mort et enterré puisque il a déjà eu une vie. Et beaucoup, on va dire, d'entre vous me posent souvent la question par mail, et je le redis encore ici. Il y en a beaucoup qui pensent, et je faisais aussi partie un petit peu de ces personnes-là, bon ça va, quand il y a eu une vie en maison d'édition, ça ne pourra pas avoir une deuxième vie en maison d'édition, peut-être pourquoi pas en auto-édition, voilà, je me suis dit, je le retravaillerai peut-être pour sortir en auto-édition, mais je me voyais pas recommencer en fait l'aventure de Rattrape-moi en maison d'édition. Donc, le temps passe. Et en 2022, la personne m'annonce qu'elle va ouvrir sa maison d'édition et qu'elle est à la recherche de textes qui passeront le comité de lecture, le CL, et qui seront fidèles à ses valeurs, à sa ligne éditoriale. Et je refuse. Mais comment ça, t'as refusé? T'as quelqu'un qui vient, qui te dit vas-y, t'envoie un contrat et tout ça, et toi tu refuses? Oui, c'est moi. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire mais pourquoi? Je sais pas, c'est pas que j'avais pas le feeling ou quoi que ce soit, pas du tout, parce que j'avais beaucoup le feeling. Mais c'est pas la première maison d'édition qui a voulu récupérer Rattrape-moi. Là je pense que je peux le dire parce que bon, il y a de l'eau quand même qui a coulé sous les ponts. J'ai effectivement reçu d'autres propositions, d'autres contrats aussi, et des fois voilà, quelques messages de personnes que je connaissais plus ou moins qui voulaient récupérer mon histoire, qui voulaient, je vais dire, peut-être l'enjoliver, aller encore plus loin, me sortir aussi peut-être de ma zone de confort, etc. Et à chaque fois, j'ai refusé. Oui, ça date depuis 2020, du coup. Imaginez quand même parfois, voilà, vous ouvrez votre boîte mail, vous voyez un petit mail super ravi, super content de quelqu'un qui a lu votre histoire et qui a appris ou qui apprend justement que peut-être la maison d'édition va fermer ou il n'y a pas beaucoup de retours, tiens, sur ton histoire, ce serait peut-être pas mal si jamais tu passes par moi, tu sais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et je disais non.
À chaque fois. C'est compliqué. Je sais pas si c'est d'ailleurs le syndrome de l'imposture ou quoi, parce que c'est pas du tout en mode ah non mais vas-y, moi de toute façon mon histoire elle mérite mieux. C'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être aussi parce que c'était trop frais pour moi. J'avais déjà vécu une aventure éditoriale et l'aventure éditoriale, comme je l'ai dit, c'est pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en quelques jours. C'est quand même lourd, on va dire en termes de charge mentale, en termes de temps, en termes d'investissement personnel. Je me sentais pas. Et puis bon, je me sentais pas légitime. On arrive au printemps 2022. Cette personne donc crée sa maison d'édition. Il s'agit du Labyrinthe de Théia. Et cette personne apprend le travail que j'effectue en bêta lecture professionnelle et que j'ai effectué auprès justement d'un certain et d'une certaine auteurice. Et forcément, la personne du coup me dit bon, t'as pas envie de mon contrat pour rattrape-moi, mais est-ce que tu voudrais du poste de directrice éditoriale? Avec ce mot. Et pourquoi pas avec rattrape-moi dans tes valises. Sur le coup, j'ai dit oui pour le poste de directrice éditoriale et toujours non pour rattrape-moi. Dites-vous bien que l'éditrice est patiente quand même avec moi. Parce que moi, je dis, ah non, non, mais je suis directrice éditoriale, ok, ça, y a pas de souci. D'ailleurs, Fifi, c'est le métier de mes rêves, mais j'ai refusé pour le bouquin. Et voilà, pour moi, c'était, je vais pas dire que c'était presque pas du jeu, mais je dis, ok, moi, j'ai accepté le poste de directrice éditoriale parce que justement, j'avais effectivement des compétences et de l'expérience en tant que bêta lectrice professionnelle et forcément, il n'y a qu'un pas pour la directrice édito, mais non, je ne le sentais pas encore pour le bouquin. A few moments later. Chaque semaine ou presque, on arrive à fin 2022, début 2023. L'éditrice, donc à savoir Tatiana Ramazzotti, m'adresse des clins d'yeux, parfois gros en message privé, et plus tard sur le Discord aussi, pour finir avec des gifs très très doux, des yeux doux, du chaboté. Ok, là, je sais qu'en plus j'étais sur mon Didi, j'ai fait bon, je crois qu'il est temps que je termine la dernière réécriture de Rattrape-moi, que je lui trouve un nouveau titre et que je soumette au Labyrinthe de Théia ma nouvelle version. Voilà comment un soir, j'ai resoumis au Labyrinthe de Théia avec une super fiche. Alors mon dossier de soumission était un petit peu moche parce que bon, je suis pas très très douée. Je fais des trucs, on va dire un petit peu classiques. Mais bon, faut savoir quand même qu'avant justement de renvoyer à LDT, je suis allée récupérer dans les mails. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Et ben des propositions qu'on m'avait fait, que ce soit des éditeurs, des éditrices, mais plus souvent des éditrices d'ailleurs, par mail. Et en plus, on m'avait renvoyé d'ailleurs des fiches de comité de lecture, des petites choses qui m'ont permis aussi d'effectuer une réécriture, on va dire, pour que toutes les chances soient mises de mon côté. Mais voilà, c'est-à-dire que toutes les personnes qui voulaient perfectionner mon histoire, eh bien j'ai repris les axes que ces personnes-là voulaient que je retravaille, et j'ai vraiment fait une réécriture, je vais pas dire express non plus, parce que je crois que ça m'a quand même pris 3 semaines. Je rappelle, c'était quand même déjà écrit. Mais c'est comme ça qu'on est quand même passé d'un tapuscrit, donc rattrape-moi, quand il est sorti, édité, il faisait 44 camos, quelque chose comme ça. Et là, quand justement je l'ai soumis à LDT, il faisait 68 camos. Donc autant vous dire qu'il y en avait quand même un petit peu plus. Et pourtant, je suis pas du genre à tartiner. Je me souviens aussi d'une maison d'édition qui voulait que je fasse une série littéraire, un petit peu, on va dire, comme Bridgerton, en démarrant avec l'histoire, par exemple, de Ninon du Cid, à savoir la mère de Mathieu. Bridgerton, je ne connaissais pas à l'époque. Alors maintenant, je connais, hein. Merci de l'adaptation aussi sur une certaine plateforme de streaming. J'ai lu un bouquin aussi. C'était pas mon idée du tout. Je sais que mon univers est immense. J'ai énormément de pages sur toutes les personnes de la famille royale et peu importe les branches. Mais je sais pas, je dois dire, je me demande est-ce que ce serait vraiment intéressant, je sais pas, d'en apprendre plus entre l'histoire justement d'amour entre Ninon du Cid et un certain couturier célèbre, sachant qu'elle va perdre énormément de pouvoir et énormément aussi de puissance dans la cour avec un grand C, par amour. Est-ce que rédiger un ouvrage sur l'effondrement avec un grand F, les personnes justement qui ont vu et entendu la première vidéo comprendront pourquoi je dis avec un grand F, les inondations, les catastrophes, est-ce que ça intéresserait, sachant que mon éco-anxiété est déjà assez grande? Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs je remercie beaucoup les personnes qui m'ont renvoyé les fiches de comité de lecture de certaines ME, mon ancienne directrice éditoriale aussi, qui m'a énormément, on va dire, envoyé, je vais pas dire envoyer des encouragements, mais si, parce qu'en fait c'est envoyer des encouragements, des conseils, trucs, vraiment, merci beaucoup. Mon éditrice actuelle ne voulait pas que l'univers, je pense qu'elle voulait aussi mettre les personnages en avant, les thèmes aussi, c'est certains thèmes en avant, et oui, c'est vrai que rattrape-moi, bah c'est les valeurs de LDT. La soumission bis. Comme toute soumission, et là je vous le rappelle, vérifiez ce que la maison d'édition demande ou veut. Je vous fais défiler le site du Labyrinthe de Théia. Attention, hein, pour le moment, il n'y a pas de young adulte ou de jeunesse, ça peut changer. Mais là, en 2022, quand j'envoyais mon texte, ce n'était pas le cas.
Mon ouvrage est pour les adultes, je sais déjà quel TW il faudra mettre, donc à savoir quel trigger warning. Petite fiche par rapport au trigger warning si vous avez aussi encore un petit peu du mal par rapport à ça. Je sais qu'il faudra mettre interdit au moins de 18 puisqu'il y a quelques scènes spicy, quelques scènes un petit peu olé olé. Également aussi, je parle d'addiction, comme le fait que le père de Morgan souffre d'une addiction à l'alcool et aussi aux jeux d'argent. Il y a un petit problème par rapport à ça. Également, et ça j'en parle aussi dans mon mail, le côté thème abordé, la mère de Morgy a fait une dépression postpartum. Bien sûr, je mets en avant le côté science-fiction puisque le labyrinthe de Théia, c'est SFFF, donc science-fiction, fantastique, fantasy. Après, je sais aussi que mon ouvrage est un petit peu petit, donc je vous dis ça peut aussi peser dans la balance, c'est pas non plus un très très gros pavé, c'est pas 200 camos, hein. Et côté diversité, Morgan n'est pas le personnage, on va dire, physiquement normal, qu'on peut peut-être aussi voir partout sur les couvertures, ou qu'on a l'habitude de voir, sans être ronde, elle a, on va dire, un petit peu une forme de poire, hein, un peu comme moi. Donc oui, elle est grosse, mais si je rappelle, c'est pas un gros mot, hein, c'est un terme, c'est un adjectif. Non, mais c'est vrai que j'ai bien aimé, on va dire, mettre en avant le fait que elle avait quelque chose, quoi. Elle avait quelque chose, elle sortait aussi un petit peu des sentiers battus. Elle est féministe dans un monde patriarcal qui ne la laisse absolument pas s'exprimer. Et je le rappelle, c'est vrai que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, dans cette catégorie. Quand on voit justement ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, et quand on voit, on va dire, certains droits, surtout pour les femmes et les minorités qui sont grignotés au fur et à mesure, je me dis qu'à mon avis, d'ici 2103, il y a des choses que j'aurais dit dans ma dystopie qui seront peut-être malheureusement vraies et peut-être pires. Bref, Mathieu est roux, accro au café et au lotus, la fleur de lotus plus exactement. Je veux dire que c'est un petit détail pour certains, hein, et pour certaines, mais pour moi c'est pas qu'un détail puisqu'un personnage sa vie même en dehors d'une histoire, en dehors aussi du livre qui sera publié. Et par rapport aux fleurs, je l'ai expliqué sur Instagram. Alors justement, si vous ne suivez pas mon compte sur Insta, je vais le dire ici. C'est une référence à mon père qui a toujours pris soin des fleurs, qui adore les fleurs. Et bien sûr, à tout ceci, je joins un synopsis qui décrit tout de A à Z, mon histoire, et bien sûr avec la fin dévoilée. J'ai cherché, en plus j'étais même pas sur la bonne adresse mail, parce que c'est vrai que je ne savais même plus avec quelle adresse mail, si c'était la pro ou la perso que j'avais envoyée. C'était avec la pro que j'ai envoyée. Donc, chère éditrice du labyrinthe de Théia Édition. Oui, je le rappelle, hein, soyez polis en mail, ce sont des êtres humains qui vont lire votre mail, ce ne sont pas des robots. Après, j'ai remis Madame Tatiana Ramazzotti. Vous trouverez 6 juin, et là, tadadam, il fallait un titre. J'ai fait un petit jeu d'ailleurs, hein, sur Instagram, là je vous montre le petit jeu, un petit pendu pour deviner le nouveau titre, car je pense que vous vous souvenez, hein, je l'ai dit dans la première vidéo, j'adore les titres, ils sont à double sens, et voire encore à plus de sens, avec des petites choses qui s'imbriquent, je vais pas dire pour faire travailler un petit peu les neurones, mais c'est vrai que j'aime bien les titres en apparence simples, et qui en réalité couvrent toutes les intrigues. Donc le titre n'est pas là pour rien. Donc ce n'est plus rattrape-moi, ça c'est fini, ça devient rien ne sert de courir. Avec les 3 petits points qui ont été un petit peu piégeux, je l'avoue, pour le pendu. Le nouveau titre de l'ouvrage Rattrape-moi, roman précédemment édité dans une autre maison d'édition qui depuis a fermé ses portes. J'avais donné le nom de la maison d'édition, je ne le redis pas ici. J'ai bien sûr repris totalement les droits sur mon tapuscrit et c'est pour cela que je me permets de vous le transmettre. Il s'agit d'un ouvrage qui appartient au genre de la science-fiction qui pourrait correspondre à votre collection L'Odyssée de Sélénée. Car, je le rappelle, hein, un petit peu, n'hésitez pas aussi à regarder les collections de la maison d'édition. Quand vous soumettez ou que vous resoumettez justement un tapuscrit, c'est un petit peu à vous, hein, d'aller farfouiller. Et ça peut aussi servir pour la lettre d'intention. Souvent dans les lettres d'intention, il va falloir que vous disiez pourquoi vous pensez que votre ouvrage il va rentrer dans la collection de la maison d'édition. Alors pour autant, oui, peut-être que ça ne rentrera peut-être pas dans les éditoriale, peut-être que la maison d'édition ne cherchera pas un ouvrage comme ceci, comme cela, ou qui aborde ces thèmes-ci, ces thèmes-là. Mais au moins faites l'effort de vous renseigner et ça vous aidera aussi, hein, pour plus tard. Parce que si c'est pas avec cette maison d'édition-là, ce sera peut-être avec une autre. Vraiment, je vous le rappelle, il y a plein de portes partout, il suffit juste de trouver la bonne. Il fait donc tant de camos, je fais exprès de ne pas dire pour l'instant le nombre de camos parce qu'il y a une petite anecdote, voilà, un petit peu après par rapport à ce nom, et est adressé à un public adulte, je rappelle. Vous devez effectivement parler du public cible, vous devez aussi dire le nombre de camos, etc. Ça me paraît évident, mais il y en a encore qui oublient. Il s'agit d'une histoire unique, one shot. One shot, si justement vous êtes très très doué en anglais. Oui, ça, il faut aussi le rappeler. Ne balancez pas justement un tapuscrit pour qu'après on se rende compte, ah non, mais en fait, c'est qu'un tome 1, hein.
Pour ma part, c'est un OS, c'est une histoire unique, ce n'est pas une saga, ce n'est pas non plus une série littéraire, donc c'est vraiment, on va dire, quelque chose pour les maisons d'édition. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de risques qu'une trilogie, voire plus. Et en voici le pitch. Au printemps 2103, Morgane part à la recherche de sa famille qui a disparu en quelques heures à peine. Accompagnée de Mathieu, elle ne se doute pas de l'aventure qui l'attend dans le royaume du Cid, ses provinces ou encore les régions indépendantes depuis l'effondrement. Ça fait donc 2 phrases et ça tient sur 3 lignes et demie sur Word. Ça, c'est un pitch. Ce n'est pas un résumé, ce n'est pas un synopsis, c'est un pitch. J'aurais même pu faire une seule phrase, hein. Là en plus, je l'ai fait effectivement pour la soumission bis. Je crois que le premier pitch, je l'avais pas amené comme ça pour la première édition parce que vu qu'il cherchait plutôt dans la romance, j'avais accentué plutôt l'histoire d'amour entre Morgane et Mathieu. Non, je n'ai pas tapé le micro, c'est une illusion de l'esprit. Là, voilà, j'accentue sur le côté SFFF, l'effondrement. C'est une théorie que je pense la plupart maintenant, ouais, on est quand même en 2024, je pense que la plupart connaissent. C'est vrai qu'en 2019, quand j'avais parlé de l'effondrement à mon premier éditeur, c'était encore quelque chose d'un peu, peut-être d'un petit peu trop flou. Maintenant, je pense que ça va, ça parle à tout le monde. Quand je parle effondrement, tout le monde voit de quoi je parle. Et l'air de rien, dans ce pitch, j'ai balancé la date avec printemps 2103, donc ça cadre. L'objectif, le fait que Morgane, elle part à la recherche de sa famille. Il n'y a pas que ça en objectif, il n'y a pas que ça comme intrigue, mais on va dire c'est la base. L'idée d'un royaume, et il y a aussi des provinces. L'effondrement avec un grand F. Donc vous voyez comment, on va dire en juste quelques lignes, un éditeur ou une éditrice va tout de suite caler l'histoire. Il peut aussi se dire, ok, ça va respecter justement la ligne éditoriale, ou au contraire, non, ça ne respectera pas la ligne éditoriale. C'est pour ça qu'il faut vraiment soigner, c'est pas ne vous dites pas, ouais, il faut un pitch peut-être de 1 ou 2 phrases, c'est bon, je balance 2 phrases et c'est tout. Non. Et alors, des fois, les pitchs qui sont censés faire seulement 3, 4 lignes, que vous envoyez à certaines maisons d'édition qui en font 15, c'est pas un pitch. Ça, c'est un résumé. Après, bien sûr, j'ai également pris soin de joindre le synopsis, en vous souhaitant une bonne réception des documents et je l'espère une excellente lecture, bien à vous. Vraiment, du début à la fin du mail, soyez poli. Vraiment, n'ayez pas un ego, on en a d'ailleurs parlé la semaine dernière aussi dans le top 10 des auteurs et des autrices qui débutent, à quoi justement on les reconnaît. Oh, on est calme, on est humble, on n'est pas non plus là aussi pour rabaisser ses compétences, mais il faut aussi montrer que vous avez envie. Et là, je parle, on va dire, aux personnes qui, comme moi, ont des ouvrages qui ont déjà eu une vie. C'est compliqué, parfois il y a des maisons d'édition qui refusent les rééditions. Là, je savais qu'LDT acceptait les rééditions. Et je trouve ça génial parce que parfois, l'ouvrage a eu une vie un petit peu trop courte. Là, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu le Covid, donc il y a eu presque 1 an et demi sans salon, sans rien, alors que c'était quasiment le lancement de l'ouvrage, donc ça a été dommage. Et là, on attend. Je savais pas d'ailleurs si j'allais repasser en CL ou pas, sachant que j'étais déjà passée au CL de ma précédente maison d'édition et aussi dans d'autres maisons d'édition. J'avais gardé les rapports justement des CL si jamais il y en avait besoin. Je ne connais pas aussi le comité de lecture de LDT, car je rappelle, non, je suis directrice éditoriale, je ne me mêle absolument pas du comité de lecture. Moi, je m'en occupe, on va dire, des auteurs et des autrices, quand il y a un contrat qui leur a été envoyé, quand il y a peut-être des possibilités de renégociation ou pas, quand il y a une réunion qui va être faite pour savoir si l'auteur ou l'autrice a des questions, si il ou elle veut ou pas signer le contrat, etc. Je n'interfère pas dans le CL. Vraiment, je suis en mode, je suis en mode mute. Alors, du coup, forcément, à l'heure actuelle, je sais qu'elle est la présidente du CL de LDT et en plus, elle l'a mis sur ses réseaux sociaux. Mais je voulais pas m'imposer. Je sais que ma directrice éditoriale dans mon ancienne maison d'édition m'avait dit elle avait eu un énorme coup de cœur pour cette histoire et que le comité de lecture avait été surpris dans le bon sens, pas non plus dithyrambique, hein, mais c'était positif. J'ai attendu. Tic, 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 tic. Et 2 mois plus tard, on arrive doucement justement à l'année 2023, l'éditrice me contacte pour me dire acceptes-tu de travailler avec nous? Et oui, j'avais encore le choix, j'aurais pu refuser. Et dites-vous que j'ai énormément hésité, non pas à cause de la maison d'édition ou quoi que ce soit, mais plus par rapport à l'histoire et aussi aux personnes qui me suivent, à la communauté. Je me suis dit, est-ce que les gens vont vouloir et vont désirer en fait donner une seconde chance à rien ne sert de courir. Ce qui se passe au comité de lecture de LDT, ce qui se passe au CL de LDT. Ah, je sais qu'il y en a qui adoreraient être justement des petites souris là et de savoir ce qui se passe dans les comités de lecture. J'ai quand même fait
16, presque 17 ans dans des comités de lecture. C'est bon, maintenant, je passe à autre chose, hein. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, c'est pas que je ne veux plus être dans les comités de lecture, c'est que j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, bah, presque la moitié de ma vie dans les comités de lecture. Ouais, non, maintenant, je suis bien en tant que directrice éditoriale, je suis bien dans mon petit coin. Bon, après, ça me permet effectivement de vous raconter plein d'anecdotes, mais bon, place aux autres. Et parce que je suis transparente et que j'aime bien montrer l'envers du décor, je vais laisser Adeline Rojo, présidente du comité de lecture de LDT, parler de comment ça se passe en fait au comité de lecture. Et donc vous allez pouvoir entendre sa belle mais magnifique voix. J'aime bien, on va dire, l'appeler la squelette plein d'amour et plein d'os. Ce n'est absolument pas méchant, c'est par rapport à l'univers, hein, d'Adeline Rojo, parce que non seulement elle est présidente du comité de lecture, et elle est aussi autrice hybride. Donc je rappelle, ce qui signifie qu'elle a sorti des ouvrages en auto-édition, et elle est aussi sous contrat avec une maison d'édition, ou plusieurs, je sais plus. Au moins en tout cas une maison d'édition. Ce qui lui permet d'avoir pas mal de recul et ce qui lui permet d'avoir de l'expérience. Et elle est très titilleuse. Enfin bref, c'est parti pour l'interview d'Adeline Rojo, la présidente du comité de lecture de LDT. Alors, eh bien, première question, quel est ton rôle au sein du comité de lecture? Yo, bonsoir et bonne année. Alors, mon rôle au sein du comité de lecture se résume en gros à trier les manuscrits à l'aide des bénévoles qui nous aident. Je reçois les manuscrits dans une boîte mail dédiée. Et ça, c'est la première étape. Trier les mails. Certains ne vont même pas au-delà, que ce soit à cause de leur teneur irrespectueuse envers la maison ou à cause du genre qui n'entre pas chez nous, tout simplement. Ensuite, je lis le synopsis du manuscrit proposé. S'il entre dans la ligne éditoriale, je poursuis la sélection. La mise en page est-elle bonne, par exemple? Si tout cela est bon, le manuscrit entre dans le sanctuaire, le comité de lecture, où les bénévoles de mon équipe vont lire le roman, remplir la fiche de lecture pour chaque manuscrit et me dire ce qu'ils en pensent. Ensuite, tout va chez l'éditrice qui s'occupe du reste avec les autres membres de l'équipe. Si un manuscrit est accepté, j'en réfère à l'auteur. S'il est refusé, je le dis aussi. Alors, deuxième question, comment tu t'organises? Est-ce que par exemple tu peux nous parler d'une semaine type? Voilà. Alors, moi j'ai tendance à fonctionner au matin exclusivement, sauf exception, parce que je suis maman en dehors de mon rôle de bénévole au sein du comité d'auteur, de rédactrice. J'ai d'autres activités pour lesquelles je m'octroie l'après-midi, justement. Il me reste tellement peu de temps. Je commence par trier les mails au matin, répondre aux auteurs. Ça peut être juste leur dire que leur livre est accepté ou refusé, de demander des informations par rapport au roman, à des petites spécificités, des difficultés. Ensuite, je file au comité pour voir les fiches de lecture, remplir les tableaux de notes. Si un des livres a un nombre suffisant, je me charge de l'accepter ou non. Enfin, c'est toute une routine que je me fais tous les matins, en fait. En parallèle, je suis en contact constant avec les membres du comité. On peut parler durant la semaine des difficultés des romans, des bonnes choses, du nombre de lectures qui restent sur chaque manuscrit, parce qu'il faut un certain nombre, en fait, pour se faire un avis avec différents lecteurs qui verront différentes choses dans le roman. Alors après, on poursuit. Est-ce que c'est facile ou difficile d'envoyer un nom aux autoristes? Alors au début, non, c'était pas facile, j'avais l'impression de tuer des vocations dans l'œuf. Je me mettais à la place des auteurs et vraiment j'avais de la peine. Vraiment, j'arrivais pas à appuyer sur le bouton envoyer. Puis j'ai appris à le faire sans rechigner parce que nos mails ils s'accompagnent en fait presque toujours de conseils pour aider l'auteur à améliorer son histoire ou alors à l'orienter ailleurs parce que parfois le roman il est très bon mais il n'entre pas dans la ligne éditoriale de la maison. Et j'ai appris à me dire que de toute façon c'est pas de ma faute si le livre il est refusé. C'est pas forcément de la faute de l'auteur non plus, voilà, moi j'envoie maintenant, ça me fait plus rien, je dirais. Tout à fait et puis c'est vrai que je l'ai rappelé récemment aussi sur les réseaux sociaux, un nom ne signifie pas que vous êtes nul, un nom ne signifie pas que votre histoire est nulle. Vraiment arrêtez on va dire de penser ça. Ça veut juste dire que ce n'était pas la bonne porte. Il y a d'autres portes, c'est pas grave, on referme cette porte-là et on en ouvre une autre. Alors je poursuis, j'ai été, hein, au tri des mails, membre de comité de lecture, la Etchoubest du tranchage comme on dit. C'est pas moi, hein. C'est justement en fait un comité de lecture d'une grande maison d'édition qui m'a attribué en fait ce petit surnom, la Etchoubest littéraire, la Etchoubest aussi du tranchage, parce qu'il est vrai que j'arrive à trancher, j'arrive à repérer le potentiel des tapuscrits assez vite. Quand c'est mitigé ou quand justement il faut écumer, qu'il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de tapuscrits reçus récemment, oui très souvent ça va très vite. J'avais un barème à côté, je peux vous dire que les oui-non, ouais, ça allait en moins d'une heure. En moins d'une heure, justement, j'étais capable, d'ailleurs, c'est aussi ce que je fais avec les échantillons, hein, j'étais capable de savoir si ça pouvait aller plus loin ou pas. On venait parfois aussi me chercher, hein, sur Messenger pour me dire: «Est-ce que tu peux lire ces 20 premières pages?» Tu me dis juste oui ou non. C'est vrai que c'était horrible parce que je savais que derrière, il y a un ou une auteurice qui a travaillé en plus, qui a écrit.
mais il y a des critères objectifs hein, pour autant. Donc si vraiment je passe une bonne heure, si voilà les premières pages c'est vraiment très fluide à lire, il n'y a pas grand-chose à dire, bah, c'est clair et net que je dis ouais c'est bon, tu peux envoyer au CL, ça va. Et si au contraire c'est vraiment, bah, comme d'ailleurs j'en ai parlé la semaine dernière, hein, une mise en page horrible, c'est illisible, il y a des répétitions, il y a des redondances, je veux dire, ouais, c'est quasiment, mais des fois incompréhensible. Non, ça sert à rien, parce que si moi justement, en une heure, j'arrive pas à aller au-delà de telle page, et j'arrête pas de dire non, bah alors moins ça, ah bon bah là il faut que je coche ça par rapport au barème, bah ça sert à rien, ça va pas passer au comité de lecture, donc autant justement dire à l'auteurice, non, ce n'est pas encore assez mûr, ce n'est pas par exemple pour nous, ce n'est pas pour la maison d'édition, et je le rappelle, parce que bon, je l'ai déjà dit hein, la semaine dernière, mais beaucoup trop de tapuscrits sont refusés, soit en express, soit vraiment très vite, bah parce que tout simplement, soit c'est des premiers jets, bah soit il y a eu bah, pas beaucoup de travail dessus. Bref, revenons justement à nos tardigrades. Est-ce que, on va dire, toi, Adeline, tu as déjà eu, on va dire, ce cas de figure, est-ce que ça t'est déjà arrivé, voilà, d'avoir peut-être à trancher? Alors pas encore, non. J'ai failli devoir trancher une fois, mais à l'époque, on avait encore quelqu'un qui se chargeait de ce cas de figure. Donc pour l'instant, non, on verra si ça se présente à l'avenir. Ouais. As-tu des conseils à partager pour les auteuristes, sachant que beaucoup de tapuscrits n'arrivent pas toujours dans les comités de lecture parce que refusés dès le mail, dès le synopsis, dès le pitch, ou très vite parce que d'autres conditions ne sont pas respectées. Mais là, on va dire, je parle peut-être plus pour l'après. Finalement, comment séduire un comité de lecture de maison d'édition? Le seul conseil que j'aurais, c'est soigner vos envois. Parlez-nous de vous dans les mails, ça peut tout changer. Un auteur qui se montre ouvert avec nous a plus de chances que quelqu'un qui nous envoie juste « Voici mon livre et bonne lecture ». Respectez la ligne éditoriale de la maison à laquelle vous soumettez vos romans, ça évite une perte de temps pour vous et pour nous. Et surtout, soignez vos manuscrits, mettez-les en page. Nous sommes sensibles aux efforts fournis. Un livre soigné nous fera dire « Cet auteur a envie d'aller loin, on va lui donner une chance ». Tout à fait, hein, de toute façon, c'est ce que je disais. Il y en a beaucoup qui ne font pas d'efforts et en fait, quand ça se ressent qu'il y a pas d'efforts justement qui ont été faits, bah, ça donne pas envie. Peut-être que la plupart des personnes aussi ne s'imaginent pas avec qui ils sont en concurrence, pas dans le sens avec qui le nom, par rapport aux soins qui est donné aux tapisseries. Des fois, il y a des dossiers de soumission, je me souviens en avoir reçu, vraiment, mais ça faisait très professionnel, ça faisait soigner. Enfin, j'imaginais complètement l'auteuriste qui avait passé mais des heures dessus, que ce soit l'accord des couleurs, les polices, vraiment quelque chose de super beau. Bon, puis bah c'est vrai qu'après, quand on a un mail, voilà, c'est mon tapuscrit. Non, j'exagère pas. Vous pensez vraiment que ça donne envie de travailler avec la personne? Non. Et du coup, on va terminer justement cette petite interview. Très chère Adeline Rojo, as-tu une anecdote à partager? Hélas, pour le moment, rien de bien transcendant, hormis ce mail de retour suite à un refus où l'auteur me disait qu'il refusait de travailler avec nous, ce qui était un peu le but du mail que moi je lui avais envoyé. Enfin. Après, si je me trompe pas, cet auteur nous avait envoyé 3 manuscrits, on avait reconnu son style. Ces 3 livres ont été refusés parce que la ligne éditoriale n'était pas tout à fait respectée. Ces livres, en soi, moi je les trouvais assez bien, mais voilà, du coup, quand on lui a dit non, cet auteur, il s'est un peu emporté et a été vexé. C'est la seule anecdote pour l'instant, je suis dans le comité que depuis 4-5 mois, je dirais. Voilà, c'est tout pour moi. Et bah, j'ai presque envie de dire, et bah plouf, hein. Bah, complètement. Et ça aussi, faites attention si vous envoyez plusieurs ouvrages à la même maison d'édition. Je sais que je l'avais fait hein, pour mon ancienne maison d'édition par rapport à Rien ne sert de courir. Oui, j'avais envoyé 2 ouvrages et d'ailleurs je pensais pas être pris pour Rien ne sert de courir, donc anciennement rattrape-moi, je pensais être pris pour la lignée de Soho. Finalement, j'ai été prise pour les deux. Mais faites attention par rapport à ça. Moi, je conseille à l'heure actuelle, sauf si vraiment vous êtes sûr d'avoir bien bossé, envoyer un tapuscrit par un tapuscrit. Après, vous pouvez par exemple envoyer un OS et pourquoi pas aussi dire que vous avez une trilogie ou envoyer une trilogie, dire que vous avez un OS, etc. Ça, oui, ça peut aller. Mais n'envoyez pas par exemple 5 ou 10 histoires d'un seul coup à une maison d'édition. Car si justement le premier ouvrage ne passe pas, les autres, bah, ils seront peut-être même pas ouverts. Le contrat avec LDT. Tadam! Alors je l'ai là, hein. Oui, je l'ai gardé. Je montrerai peut-être juste le logo. Et en plus, il y avait plusieurs petits contrats. Donc, déjà, évidemment, hein, le contrat pour l'ouvrage broché, l'ouvrage pour le numérique, l'ouvrage aussi pour les droits de merchandising, mais les marchandises. Désolée, je suis extrêmement nulle en anglais. Donc, bien sûr,
j'ai reçu un spécimen du contrat, car ça permet d'étudier le contrat. Ça permet aussi d'étudier tous les termes. L'éditrice m'a demandé s'il y avait des points à négocier ou pas. Et ça aussi, si jamais par exemple l'éditeur ou l'éditrice ne vous propose pas la négociation, amenez la négociation. Dites, est-ce que justement il y a certains points que je peux négocier? Si déjà l'éditeur et l'éditrice vous disent, ah non, mais ça va, pas de négociation possible, ça s'annonce mal, parce que si justement la personne est vraiment fermée, non. N'oubliez pas que j'ai fait une vidéo sur les contrats, petite fifi, je pense que je vais la remettre, et aussi que ce soit la Ligue des auteurs professionnels, que ce soit la SGDL, ou que ce soit aussi la permanence en juridique de la Ligue, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider, soit à décortiquer, soit peut-être à renégocier certains points de votre contrat. À titre personnel, je trouvais ce contrat fort équitable, mais il faut dire, c'est aussi pour ça que j'avais rejoint la maison d'édition en tant que directrice éditoriale, parce que le contrat a été fait suivant le modèle, le modèle de la Ligue des auteurs professionnels, le modèle des contrats que propose justement la Ligue des auteurs professionnels. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo contrat. Et vu que je suis syndiquée, oui, je suis féministe et syndiquée. Je vais pas dire le cliché, mais presque. Vous n'êtes pas dans la mouise, les gens. Mais voilà, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur que le contrat soit équitable. Je le trouve équitable. On ne sait jamais si justement je vends beaucoup et beaucoup d'exemplaires, on peut renégocier la part des droits d'auteur. Les droits d'auteur justement peuvent augmenter. Moi, je trouvais que c'était correct. Et je vous rappelle vraiment, lisez correctement tous les points, que ce soit quand est-ce que vous allez justement recevoir vos droits d'auteur. N'hésitez pas aussi à demander si la maison d'édition fait le précompte ou pas. Quand justement j'ai fait les petites vidéos par rapport aux démarches administratives, tout ce qui est impôts, URSSAF, etc. C'est très important de savoir ça puisque ça va déterminer, grosso modo, si vraiment vous allez devoir vous embêter avec tel ou tel statut à l'URSSAF. N'oubliez pas de regarder la durée. Ça paraît quand même évident. Quand est-ce que justement ou comment vous pouvez renégocier certains points du contrat? Voilà, tout ça, vraiment, soyez, je veux dire, vraiment, prenez le temps avant de sortir le champagne, avant justement de balancer sur les réseaux sociaux, ouais, ça y est, j'ai signé un contrat, ouais, c'est trop fun. Eh oh, on se calme 5 minutes, on se pose, on lit calmement le contrat, on n'hésite pas aussi, puisque c'est un spécimen, le contrat, je rappelle. Donc on n'hésite pas peut-être à en parler à des personnes autour de nous et à savoir si c'est ok ou pas. Et par exemple, donc là j'ai parlé de droit d'auteur, mais ça parle aussi du CD. Eh oui, car oui, je le rappelle, chez LDT, chez le Labyrinthe de Théia, il y a des musiques composées par le compositeur Joxan de Jasmin. Donc déjà, imaginez un petit peu ma hype, imaginez aussi à quel point j'ai envie de vous faire découvrir aussi les musiques de Rien ne sert de courir. Parce que oui, à l'heure où je tourne effectivement cette vidéo, les premiers jets des musiques ont été faits. Donc je les ai écoutés. Et je suis très très contente de son travail. Et après, je regarde aussi par rapport à la couverture. Est-ce que vous allez vraiment être inclus dans la couverture ou pas? Je le rappelle, des fois, il y a des maisons d'édition. Je ne vais pas dire qu'ils ne vous incluent pas dans la couverture, mais en gros, ouais, ça va être juste. Alors, pour l'auteuriste, oui, vous allez avoir 3 modèles possibles de couverture. Il faudra en choisir qu'un parmi les 3, et puis c'est tout. Et nope, n'oubliez pas de bien lire le contrat. Chez LDT, je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais peut-être plus du côté directrice éditoriale, il y a des illustrateurs et des illustratrices qui sont partenaires de la maison d'édition. Je crois d'ailleurs que c'est indiqué sur le site internet et c'est à l'auteur, l'autrice de choisir avec qui la personne a envie de bosser. J'avais pas du tout d'idée précise à ce moment-là. Juste, je pense que vous commencez un petit peu maintenant à me cerner. Je suis quelqu'un qui adore les défis. Je suis quelqu'un aussi qui adore découvrir des choses inconnues. Allez, let's go. Mais vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je dis que c'est OK pour le contrat spécimen. Donc là, à ce moment-là, je reçois mon contrat à moi. N'oubliez pas aussi de bien vérifier que c'est la même chose que le spécimen. On ne sait jamais si l'éditeur ou l'éditrice a changé 2-3 petits points. Je le signe, je le renvoie par la poste. Je les renvoie par la poste parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et les choses commencent. Et dites-vous bien qu'on est au premier trimestre 2023 à ce moment-là. La feuille de route. Une fois que votre contrat est signé, voire avant, ça peut être le cas dans certaines maisons d'édition, on peut effectivement vous montrer soit une feuille de route spécimen, soit effectivement la feuille de route qu'on prévoit pour votre tapuscrit. Je sais que pour une maison d'édition en particulier, j'avais reçu la feuille de route avant de signer le contrat. La feuille de route, c'est un guide. C'est un guide de comment ça va se passer, quand ça va se passer, par où ou par quoi on va commencer pour la publication de votre histoire. Alors bien sûr, certaines dates peuvent être changées, on va dire que ça peut être temporaire. Parfois on peut parler en trimestre quand justement on n'a pas de date précise. Il ne faut pas oublier que des imprévus, ça peut arriver.
Et au contraire, si par exemple la correctrice a plus de temps ou un trou avec une annulation de dernière minute, elle prendra peut-être votre texte plus tôt. Donc on va dire qu'il y a peut-être des petites choses qui peuvent changer. On va dire que ça vous donne une vision globale, la feuille de route de OK, on va commencer par ça et où est-ce qu'on va aller? Donc déjà, eh bien, ce qu'on voit sur ma feuille de route que je vous présente justement là, la sortie est prévue pour l'été 2024. Je rappelle, on est en 2023 quand je reçois la feuille de route, et oui, c'est normal, tout simplement, bah, il y a des gens hein, qui passent avant moi. L'été, on sait que c'est vague, mais on sait déjà que ça sortira pas en août ni début septembre. Donc voilà, on peut dire déjà juin, juillet 2024, c'est acté, voilà, on peut déjà dire que ça va être dans ces eaux-là. Ensuite, l'important à regarder après la date de sortie, parce que déjà la date de sortie, ça peut aussi vous permettre de prévoir hein, certaines choses, c'est quand est-ce que le travail éditorial va commencer. Donc là, mon travail éditorial, il allait commencer en décembre 2023, janvier 2024. Lecture et première modification de l'autrice après les premiers retours de l'éditrice, renvoi immédiat à l'éditrice. C'est ce qui signifie que si vous avez envie d'envoyer une version plus récente de votre texte, parce qu'entre la soumission, le comité de lecture, le contrat, votre version a pu effectivement changer. C'est le moment d'en parler. C'est-à-dire c'est avant que les corrections édito commencent. Donc vous pouvez aussi poser la question à l'éditeur ou l'éditrice, jusqu'à quand je peux vous envoyer la dernière version de mon texte. Comme ça, vous êtes vraiment mais sûr que c'est, on va dire, la dernière version que vous appréciez, ou peut-être d'ailleurs celle où vous avez déjà fait peut-être quelques modifs parce que vous vous êtes rendu compte de certaines incohérences, de certaines petites choses. Dans mon cas, j'avais jusqu'à l'été 2023, puisqu'après, l'éditrice était en congé maternité, donc il fallait que je le fasse avant. Donc, comme je vous l'ai dit, une fois justement que vous êtes sûr, vous êtes OK, vous envoyez la dernière version à l'éditeur, l'éditrice, ou aussi directeur, directrice, édito. En attendant, ne pensez pas à vous tourner les pouces. Non, 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 non. Déjà, bah, parce qu'il va falloir choisir votre illustrateur et votre illustratrice hein, chez LDT. Et on va dire aussi commencer à rédiger les fiches d'intention musicale. Et oui, puisque le compositeur, justement, va en avoir besoin bah, pour déjà, on va dire, établir aussi son propre planning pour l'album. Oui, l'album qui va sortir. Album de musique. Pardon, je vais me calmer, mais j'adore. Et côté aussi communication, lors justement de la réunion, hein, quand j'ai signé le contrat, j'ai bien entendu le mot tableau Pinterest. Donc je vous montre un petit peu justement ce qu'il en est, parce que j'ai commencé à faire un petit tableau Pinterest. Et moi qui ne vois pas mes personnages, ce challenge, j'avais déjà peur quand on m'a parlé de tableau Pinterest, je me dis, il va falloir que je trouve du coup des personnes. Comment je vois mes persos? Illustratrice. Ah, l'illustratrice m'a énormément aidé pour ça. En tout cas, vous pouvez déjà commencer justement à travailler là-dessus, même si, voilà, même si je sais que les corrections éditoriales ne sont pas là, mais s'il vaut mieux, on va dire, prévoir des choses avant et après modifier, et après se dire non mais finalement j'aime pas ce visuel, je préfère changer, etc. Bah, plutôt que d'être dans le rush, parce qu'une fois que les corrections édito vont être lancées, et parfois bah, vous allez vous retrouver ah, la sortie dans un mois, ben, j'ai rien prévu. Vraiment, essayez de prévoir des choses, quitte à les prévoir très en avance, et évidemment ne rien révéler sur les réseaux sociaux, sauf si l'éditeur ou l'éditrice vous a dit ok. Mais là, je le rappelle, à ce stade-là, vous n'avez rien à révéler, rien du tout. On va dire que pour que peut-être ce soit plus clair aussi pour vous, il faut toujours en référer soit à votre DE, soit justement à l'éditeur ou l'éditrice, ou à la chargée de com, si justement il y en a un ou une dans la maison d'édition, pour savoir si c'est OK. Est-ce que je peux publier ça? Là, je pense que vous l'avez remarqué hein, sur mon compte justement Instagram. Au début, je ne pouvais pas encore révéler le titre et je ne pouvais pas encore révéler dans quelle maison d'édition justement c'était. Donc, eh bien, j'ai commencé à parler de la réédition de Rattrape-moi, et quand l'éditrice m'a donné son feu vert, j'ai commencé justement eh bien, à parler du nouveau titre, et bien là, avec justement cette vidéo, à parler de la maison d'édition qui va rééditer Rien ne sert de courir. Donc notez que vous pouvez parler de l'histoire, de l'univers, de vos personnages. Si justement vous avez quelques visuels sur Pinterest, que vous avez dessiné vos personnages, que vous avez dessiné des choses, ça il y a absolument, enfin il y a souvent aucun souci. Je crois pas que j'ai déjà entendu parler justement d'une maison d'édition qui ne voulait pas que l'auteur ou que l'autrice parle de son histoire et des petites choses comme ça. Mais tout ce qui va concerner la sortie de l'ouvrage, donc tout ce qui concerne la couverture, les musiques dans le sens, les titres des musiques, je ne vous ai rien révélé sur les titres des musiques, tout ce que soit aussi la sortie avec la date précise, bah, ça évidemment, pour l'instant j'ai pas encore de vous en parler. Et sachez qu'à l'heure en fait, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'ai vu le brouillon de la couverture, j'adore cette nouvelle version et j'adore travailler avec cette illustratrice parce que bah, forcément j'ai adoré parce qu'on a fait déjà pas mal de choses et puis j'adore bah, parce que c'est pas encore terminé. J'ai hâte en fait de voir la première de couverture. Et je sais que ça va être difficile parce qu'on ne doit rien dire, on ne doit rien révéler avant la maison d'édition. Vraiment,
J'ai vu ça, je suis très très contente. Et je vais finir sur une petite anecdote de l'univers. Pourquoi la fleur de lotus pour les Fouquet? À savoir, hein, Mathieu Fouquet, souvenez-vous de la première vidéo, c'est le fils de Ninon du Cid, la sœur de Léon du Cid. Léon du Cid, c'est celui qui a pris le pouvoir et qui a instauré la monarchie. Donc Mathieu n'a pas le nom de famille du Cid parce que sa mère n'a pas voulu épouser l'homme qu'on lui avait imposé d'épouser. Elle a choisi un certain monsieur Fouquet qui avait comme emblème familial le lotus. Pourquoi le lotus? Il n'y a rien, on va dire, par hasard dans mes histoires. Il y a toujours, on va dire, quelque chose. Je fais beaucoup de recherches et c'est pas pour rien. Donc le lotus, parce que je crois que lors de la première édition, personne ne m'en a parlé. Donc là, je vais en parler ici. Attention, je cite, hein. Comme elle retourne chaque soir en eau trouble et ouvre ses pétales graciles à l'aube, la fleur de lotus est un symbole de force, de résilience et de renaissance. Et parce que cette fleur immaculée émerge d'une eau boueuse, elle est un symbole absolu de pureté. Fin de citation. Donc là, les personnes qui ont peut-être lu la première version de Rien ne sert de courir, je pense que ça va vous faire tilt. Pour les personnes qui n'ont pas encore découvert cette histoire, je pense que ça va un petit peu vous travailler. Ça correspond complètement au Fouquet en général et surtout à Mathieu. Et je remercie donc beaucoup mon père, hein, parce que bah oui, mon papa c'était son anniversaire il y a pas longtemps. C'est lui qui m'a parlé en premier des fleurs, donc il y avait les roses, il y avait les tulipes, les lys et aussi les lotus. En tout cas, bien merci à lui et merci à vous toutes et tous d'avoir justement regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un tatacose par rapport à l'auto-édition qui n'est pas une poubelle et peut-être qu'on se retrouvera dans 15 jours pour la suite justement de l'histoire de l'écriture à la publication de Rien ne sert de courir au labyrinthe de Théa Édition qui sortira donc à l'été 2024. En attendant, soignez bien votre plume. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.